Bienvenue dans votre magazine. Si nous avons cette semaine retrouvé des températures plus supportables en France, la vague de chaleur extrême de la semaine dernière se fait encore sentir sur les corps et pas seulement les plus fragiles. À ce jour, un premier bilan provisoire a été rendu public. Au moins 2025 personnes ont succombé à cette canicule. Regardez. Une canicule dévastatrice. Sur la semaine du 22 au 28 juin, lors du pic de chaleur qu'a traversé la France, la surmortalité a dépassé les 2000 décès. C'est 29% de plus que la période précédente. Il y a eu 2025 décès supplémentaires liés à la canicule la semaine du 22 au 28 juin, comparativement à la semaine d'avant. Une surmortalité qui a surtout concerné les plus de 45 ans. Et cette hausse s'observe quasiment dans toute la France. La région la plus exposée a été l'Île-de-France, avec plus 62% de décès. Vient ensuite le centre Val-de-Loire, avec plus 47%. Une surmortalité constatée dans les EHPAD et dans les établissements de santé, mais surtout à domicile. Les EHPAD ont tenu, les hôpitaux ont tenu. Pour autant, on constate une surmortalité particulière chez les personnes seules, âgées, en ville, qui sont seules dans leur logement. Et donc moi, je crois que ça doit aussi nous interroger, je le dis en tant que citoyenne, sur la solidarité collective. Des chiffres qui devraient encore évoluer, car tous les décès à domicile n'ont pas encore été enregistrés. Et puis, sachez que le Premier ministre Sébastien Lecornu a été interpellé cette semaine à l'Assemblée nationale par les écologistes, notamment la présidente de groupe du parti, Cyrielle Châtelain, a reproché au gouvernement sa gestion de la crise et son impréparation au nouvel épisode annoncé. Je vous propose de l'écouter. Au regard de la réponse du Premier ministre qui nie toute responsabilité du gouvernement face à la canicule, qui ne prend pas la mesure de la crise sanitaire qui est face à nous et qui ne semble pas préparer la vague de chaleur qui est malheureusement devant nous dans les jours qui viennent, nous allons remettre en cause, nous allons questionner la responsabilité du gouvernement et nous déposerons une motion de censure. Voilà. Et puis pour nous accompagner cette semaine sur ce plateau, Anthony Berthelier. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste politique au HuffPost. On vient d'entendre la présidente du groupe écologiste. Il y a eu cette passe d'armes cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous signez d'ailleurs un papier dans le HuffPost. On sait aussi que les écologistes ont donc déposé une motion de censure cette semaine. Elle sera examinée ce lundi. D'abord, quelle chance elle pourrait avoir d'aboutir? Alors en réalité, très peu de chance, parce que le Rassemblement national dit qu'il hésite, mais il n'a pas grand intérêt à la soutenir. Donc sans le soutien du Rassemblement national, cette motion ne va pas passer. Donc, c'est pour d'autres objectifs politiques qu'elle a été déposée, cette motion de censure. Si vous voulez, les écologistes ne voulaient pas laisser passer cette situation-là, parce qu'il y a la volonté de la part du gouvernement et des pouvoirs politiques plus globalement de se déresponsabiliser et de dépolitiser la canicule. Alors que la canicule, la chaleur, évidemment, la météo, c'est pas forcément politique, mais en tout cas, ses conséquences et les politiques publiques d'adaptation qui peuvent être mises en place sont éminemment politiques. Donc les écologistes, jugeant que le bilan d'Emmanuel Macron en la matière n'est pas bon, ne veulent pas passer cette occasion-là, entre guillemets, de mettre l'accent et la lumière sur les affres du gouvernement en la matière. On se prépare à entamer une année de campagne avant campagne intense aussi, parce que l'échéance présidentielle arrive. Est-ce que plus que jamais cette canicule qui s'est donc imposée, et on rappelle, les scientifiques avaient mis en garde tout de même, avaient prévenu de ce qu'on allait vivre, est-ce qu'aujourd'hui ça va être le thème central et est-ce que les écologistes ont précisément une carte à jouer justement à travers cette démarche notamment de À promotion? l'instant T, j'aurais envie de vous dire oui, parce que ça a vraiment choqué beaucoup de personnes. Beaucoup d'écologistes disent qu'il y aura un avant et un après cette canicule, tant elle était historique par son ampleur et sa précocité. Après, on sait que l'actualité, les campagnes, les thèmes balayent d'autres. La présidentielle aura lieu en mai. Donc, est-ce qu'en mai, on aura déjà des vagues de chaleur qui viendront rappeler l'importance de ce thème? On ne sait pas. Et c'est vrai qu'il y a la tendance chez les responsables politiques à, en tout cas, parler de ces sujets, s'emparer de ces sujets lors de ces grands moments de crise, mais les oublier le reste du temps. Et on n'a pas de grande certitude, effectivement, que ce soit l'un des thèmes principaux. On a fait un sondage pour le HuffPost qui sort ce week-end. Il y a des motifs d'espoir, on va dire, pour ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a plus que 4% de la population qui estime que ça ne doit pas être du tout un thème de la campagne présidentielle. Donc on voit que ça commence à arriver comme le thème prégnant. Est-ce que ça va le durer encore, notamment à l'automne, notamment au plein cœur de l'hiver? Est-ce qu'on C'est oubliera difficile à le dire. cet Est-ce qu'on oubliera? épisode-là? Exactement. Le gouvernement donc sommet de s'expliquer, attaqué sur le sujet. La porte-parole du gouvernement, on l'a entendu ensemble dans un sujet diffusé juste avant, qui en appelle à la solidarité collective. Est-ce que ça, c'est entendable pour les Français? Est-ce que
nous sommes collectivement responsables aussi de ce qui s'est passé, notamment elle conseillait aux Français d'aller voir du côté des voisins si quelqu'un avait besoin d'aide, etc. Mais est-ce que c'est le rôle des Français quand eux-mêmes aussi l'ont subi cette canicule Tout à fait, de plein fouet? c'est exactement ce que j'ai esquissé il y a 2 minutes. Il y a cette volonté pour le gouvernement de se déresponsabiliser un petit peu par tous les bouts. Donc il y a la volonté effectivement d'en faire quelque chose de collectif. Mais c'est vrai, de rappeler les mesures élémentaires de soutien, de solidarité, c'est important, mais c'est faire oublier que le gouvernement, par ses politiques, par ses budgets, par ses choix, peut adapter ou non le pays à ce qui est en train de se passer. Et de fait, la France a un retard d'adaptation comparé à l'Espagne, comparé à l'Italie, comparé à des pays qui ont moins de PIB, moins de richesse que nous, qui est conséquent. C'est vraiment un volet. Certes, la France est plutôt bonne élève dans cette trajectoire de baisse d'émissions de gaz à effet de serre ou de décarbonation. La France est plutôt bonne élève. Sur le volet adaptation à la chaleur, on est en retard de manière terrible, et ça se voit encore à chaque épisode comme ça, avec par exemple la commande en catastrophe de 30 000 ventilateurs pour les hôpitaux, cette semaine. Ouais. Et ça montre bien que, au-delà de la responsabilisation de tout le monde et de la société, le gouvernement peut faire quelque chose. Et malheureusement, il n'en a pas fait assez sur ces sujets-là. C'est de la rénovation, c'est la débitumisation des villes, etc. Tous ces enjeux qui coûtent de l'argent, qui sont des choix budgétaires forts. Et ça n'a pas été fait, au moins ces 5 dernières Et années. ça n'a pas été dit clairement. Est-ce que ça a été dit clairement et assumé en disant « Ok, on a peut-être loupé le coche, mais on va s'y mettre ». Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être excusé, pardonné, si ça avait été formulé clairement ou pas? Ça commence à être dit, mais si vous remarquez bien, ça commence à être dit par ceux qui veulent jouer un rôle dans la campagne Oui, présidentielle. qui se projettent Gabriel déjà. Attal, exactement. Gabriel Attal a été un des premiers à dire on n'en a pas fait assez sur l'adaptation. Et très rapidement, les gens lui ont rappelé, je pense, de bonne guerre et de bonne aloi, que ça a été quand même une pièce maîtresse du macronisme depuis 10 ans. Il a été ministre des Comptes publics, ministre de l'Éducation nationale. Et on se souvient que sur l'Éducation nationale, il a plutôt fait un sujet sur l'abaya et les vêtements dans les collèges et les lycées plutôt que l'adaptation à la chaleur. Donc tous les personnages qui ont gouverné ces dernières années doivent faire leur examen de conscience, mais espérons qu'ils soient réels et espérons qu'ils soient porteurs de vraies solutions globales qui seront forcément coûteuses, et c'est ça le plus gros problème. On s'arrête, Anthony, maintenant sur le Rassemblement national. 2 affaires concernent le parti d'extrême droite. Il y a d'abord une enquête pour soupçon de détournement de fonds européens qui vise l'ancien groupe d'extrême droite Identité démocratique dans lequel avait siégé le Rassemblement national entre 2019 et 2024. Des perquisitions ont été menées cette semaine dans plusieurs pays d'Europe. Et puis, il y a ce tweet de Jordan Bardella, on va le regarder, c'était mardi, dans lequel il évoque des informations du journal Le Canard enchaîné, lequel révèle l'ouverture prochaine d'une information judiciaire à propos d'un emploi de quelques mois, dit-il, occupé au Parlement européen. C'était il y a bientôt 12 ans. Substance qu'on lui reproche, c'est un emploi fictif. Est-ce qu'on parle d'ailleurs de la même affaire et surtout, qu'est-ce qui est sous-jacent dans ce qu'on lui reproche et dans ce qu'il dit quand il fait un lien entre les révélations et le calendrier électoral? Alors, pour le Rassemblement national, c'est clair. L'accumulation d'enquêtes ou d'actualités judiciaires sont faits pour le nuire. Et c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, d'ailleurs, dans une interview télévisée cette semaine. Elle a dessiné ce qui pouvait être un acharnement judiciaire ou la théorie un peu du complot sur l'acharnement des juges sur son parti politique. Donc, le Rassemblement national est sur ce credo-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, et ça, c'est une réalité, au-delà de la décision qu'on a globalement tous en tête mardi, qui va concerner Marine Le Pen, le Rassemblement national et Jordan Bardella en particulier est cité dans plusieurs autres affaires. Ça concerne effectivement l'usage souvent des fonds européens au bénéfice du RN ou de lui-même. Par exemple, une autre des affaires qu'il n'évoque pas dans ce tweet, c'est une enquête du parquet européen sur les fonds de l'Union européenne accordés au RN mais qui auraient servi à former ses cadres, faire du média training pour ses cadres pour la présidentielle 2022. Ça aussi, c'est une enquête ouverte. Donc ça fait au moins 2 ou 3 procédures où le nom de Jordan Bardella est cité. Tout ça pour dire que le RN n'en a pas fini avec ces enjeux-là. Et ça témoigne aussi de l'histoire du RN qui a toujours eu un rapport un petit peu compliqué avec l'argent. On se souvient des prêts bancaires qui arrivent difficilement. On se souvient aussi d'un parti qui n'a pas toujours eu beaucoup d'élus, donc pas énormément de financement public, donc qui a toujours essayé de chercher de l'argent par tous les bouts, quitte à commettre des imprudences ou en tout cas des méfaits comme on peut le voir dans le procès qui est actuellement cours. Donc voilà, en tout cas, une chose est certaine, le RN n'en a pas fini avec ses procédures judiciaires. Est-ce que ça embêtera Jordan Bardella pour la présidentielle? Les enquêtes ont l'air d'être un petit peu trop tôt pour qu'elles aboutissent dans ce calendrier-là. Mais en tout cas, pour les années à venir, effectivement, le RN est pris de toutes parts dans ces procédures-là. C'est une réalité, il y en a au moins 3 ou 4. Et il y a une date majeure, c'est la semaine prochaine. Effectivement, Marine Le Pen saura si elle est empêchée ou pas pour 2027. Elle avait d'ailleurs dit clairement qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Si elle est empêchée, dans tous les cas, le candidat naturel, ce serait Jordan Bardella. Il y a beaucoup de critiques
et beaucoup de reproches qui lui sont faits, qu'il ne sait pas débattre, qu'il ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Mais ça reste aujourd'hui la seule alternative si Marine Le Pen est empêchée, encore une fois. Oui, c'est la seule alternative. C'est même dit très clairement depuis le départ par le Rassemblement national, par Marine Le Pen. Si elle a voulu couper court à ce qui a pu avoir lieu quelques années auparavant à l'extrême droite, c'est-à-dire la guerre éventuellement des successeurs, là, elle a été très claire dès le départ. Si je ne peux pas y aller, ce sera Jordan Bardella. Il se prépare à être Premier ministre si jamais je peux être candidate. Et si je ne peux pas, c'est lui qui ira à la présidentielle. Ça, c'est très clair de la part du Rassemblement national. Et il est difficile de leur donner tort quand on voit la popularité actuelle de Jordan Bardella, son score dans les sondages, où il est même plus puissant dans les sondages que Marine Le Pen elle-même. Pourquoi, donc, Anthony ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on s'explique ? Qu'est-ce qui fait qu'il peut la supplanter en quelques mots ? Qu'est-ce qui fait qu'il peut la supplanter ? Alors, il y aurait une ribambelle de raisons. Déjà, il ne porte pas le nom Le Pen, qui a quand même évidemment une connotation encore très difficile à assumer en France, malgré ce qu'essaye d'en dire et ce qu'essaye d'en faire Marine Le Pen. Il y a une ligne qui peut éventuellement davantage rassurer ceux qui font l'élection aujourd'hui en France, c'est-à-dire plutôt les retraités, c'est-à-dire plutôt une droite classique. Et peut-être que Jordan Bardella, par son penchant libéral et les liens qu'il essaie de construire, par exemple avec le patronat, le CAC 40, a un visage peut-être plus rassurant, là où Marine Le Pen a quand même des aspects plus sociaux et plus interventionnistes de l'État. C'est pas la même ligne économique. Donc peut-être que c'est cet aéropage-là qui fait qu'aujourd'hui il est plus fort. Cependant, il ne faut pas oublier que Marine Le Pen a 3 campagnes présidentielles à son actif. Jordan Bardella n'en a pas. On peut donc douter de sa capacité à tenir les chocs. Merci beaucoup, Anthony. On va se retrouver dès la rentrée parce qu'on va entamer une année dense en matière de politique. Merci beaucoup d'être passé par le plateau. Merci à vous. Ainsi s'achève ce magazine.